Émilie. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, votre histoire? Comment est-ce qu'on arrive à créer comme ça une start-up dans l'AI basée à Paris? Du coup, ce n'était pas du tout une histoire naturelle parce qu'à la base, moi, l'intelligence artificielle, ce n'était pas du tout mon domaine. Moi, je suis plutôt spécialiste de VBA, d'Excel. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à créer une start-up? Parce que quelque part, en fait, tout à l'heure, il y avait Simon Sinek qui parlait du why. Il y avait cette mission, en fait. Enfin, il y avait cette. Moi, je travaillais pour une grande entreprise dans l'ingénierie civile, et j'ai vu du coup des projets dépassés. Et là, c'était plusieurs millions sur la table où il fallait être capable de reconstituer le pourquoi est-ce que les projets ont dérapé. Et là, il fallait être capable d'aller chercher un peu de la donnée partout, dans les emails, dans les SharePoint, dans les Word et tout ça. SharePoint, c'est l'équivalent de Google Drive, juste au cas où. Et du coup, il a fallu être capable de rentrer dans les mots. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, puisque moi, ma spécialité, c'est plutôt de cruncher des chiffres. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai découvert l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer de unpack un peu tout ça, de revenir un peu sur ces choses. Non, mais c'est moi qui ai un peu accéléré avec ma première question. Mais donc, en fait, vous avez un parcours qui est très académique au départ. Vous voyagez un petit peu. Alors, vous arrivez avec le VBA Macro Excel. Comme à tous les gens qui font encore des macro Excel, vous voyez, on peut se réinventer dans l'IA. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. J'étais très fort en macro Excel à l'époque. Donc, vous avez fait des stages dans les grosses boîtes, et puis à un moment, vous partez aux États-Unis, et puis vous terminez dans après un moult péripéties. Vous étiez pas, ça m'avait fait halluciner quand on avait préparé l'interview. Vous avez dit, je suis parti pendant 6 mois aux USA pour écouter de la musique. Je dis quoi, mais t'es parti avec ton iPod? Il dit, non, j'étais à Nashville, à Memphis, allez écouter de la musique. Bon, donc c'est vraiment on sent un esprit créatif et aventurier. Et derrière, donc vous arrivez au Canada, boîte de construction, et puis là, un peu par hasard, vous vous retrouvez très en contact avec la data, et l'entreprise a un énorme problème en fait. Voilà. Donc en fait, c'était un peu par hasard, mais en fait pas vraiment, parce que moi je suis passionnée de data. Donc naturellement, je joue avec des gros tableaux de fichiers Excel que je vais recouper pour essayer de voir en fait si jamais il y a des erreurs et des choses comme ça. Et il se trouve que du coup, ça s'est très vite su que moi j'adorais jouer avec la donnée. Et donc le vice-président est venu me voir et il m'a dit, écoute Milly, on a 3 projets en dépassement, il faut absolument donc recouper cette donnée et retrouver du coup les éléments de retard qui sont dispatchés dans des gigabytes de données. Parce qu'en fait, donc, il y a un projet, un énorme projet, on parle de boîtes qui font des infrastructures très très lourdes, il y a un énorme projet qui a complètement dépassé ces targets, et du coup, le client qui devait recevoir le projet veut demander des comptes à l'entreprise, et du coup, il va falloir aller a posteriori analyser ce qui s'est passé et qui porte la responsabilité du dépassement de projet, c'est ça? Du dépassement de budget, pardon. Tout à fait, parce que du coup, sur les grands projets, on sait d'avance que les budgets vont être dépassés, on sait qu'il y aura du retard. Et donc, du coup, chacun de son côté, que ce soit le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, donc celui qui a commandé le projet ou celui qui va livrer le projet, chacun, en fait, va documenter, du coup, ce retard, les causes du retard. Et donc, ça donne, par exemple, des emails où il y a écrit « Contrairement à ce qui a été décidé » ou « Je ne suis pas du tout d'accord avec ce changement » ou « Qui est-ce qui a décidé ça ?» Et donc, du coup, il y a tout plein d'éléments comme ça où on va noter les retards avec l'idée qu'à la fin, eh bien, on sera capable de retrouver qui est-ce qui a causé le retard de quel côté. Si jamais, par exemple, c'est la météo, donc il pleut, eh bien, c'est au client de payer ce retard, puisqu'il y a des gens qui sont sur les chantiers et qui attendent du coup de travailler et qui ne peuvent pas. Donc, il y a plusieurs problèmes dans ce processus-là. C'est que d'abord, c'est souvent a posteriori, donc le projet est allé dans le mur. 1 an plus tard, on vient demander des dommages et intérêts, et puis là, on se replonge. Donc, on a raté l'opportunité d'avoir un signal d'alarme qui s'allume peut-être au moment où c'était. Et puis, donc, l'information est très dispatchée. C'est-à-dire que c'est peut-être un ingénieur qui a fait un mail à un autre en disant il y a un problème, et puis ça n'est pas remonté parce que chaque jour dans ces projets-là, il y a des millions de messages qui s'échangent sur toutes les plateformes entre des milliers de personnes, et que du coup, on n'a pas identifié que c'est une info clé qu'il fallait remonter. Et donc, c'est là que vous commencez à vous intéresser à la data, et vous vous rendez compte que dans la data, quand on a la data, on peut comprendre qu'un projet va dans le mur,
et on peut diagnostiquer. Et puis c'est là que naît, je vais aller assez vite, mais c'est là que naît l'idée de Lily.ai, qui est démarrée en 2016. Vous avez levé 450 000 euros. Vous vous décrivez comme une entreprise de R&D, avec 7 personnes, dont 2 profs de Polytechnique à Paris, un prof des mines. Alors pour ceux qui connaissent ces écoles, je pense que c'est des bureaux assez geeks chez vous. Vous êtes une des dernières équipes françaises encore ou la dernière équipe française encore dans le X-Prize, qui est un prix très très prestigieux. Et puis voilà, vous pensez qu'avec l'AI, on peut économiser jusqu'à 30% des projets, on peut faire de budget sur les projets, on peut faire des projets plus ambitieux, plus importants, etc. Mais alors, revenons maintenant sur ce que fait la société Lily.ai. Quel est concrètement le problème que vous essayez de résoudre avec ce système et avec l'intelligence artificielle ? Donc le problème, c'est qu'il y a trop de données en fait, qui est échangées en temps réel partout. Et personne n'est plus capable en fait, de lire cette donnée et de suivre du coup tous ces indicateurs qui sont dans tous les emails, un peu comme ce que tu avais mentionné tout à l'heure, dans tous ces emails, dans tous ces documents. Et donc, eh bien, on a besoin d'un système en fait, qui soit capable, au fur et à mesure que les gens s'écrivent, de documenter du coup que là, on est en train de parler d'un risque et ça va avoir des impacts. Ou quelqu'un qui est en train de parler de sa complétion. Et ça veut dire tout simplement qu'on va être capable de recorréler du coup le système de reporting avec au moment où on est en train d'écrire de l'information. Et ça, c'est vraiment un grand changement dans la gestion de projet. Alors moi j'ai la liste, donc je peux les faire, c'est plus facile de me rappeler pour moi. Un autre problème que vous essayez de résoudre, c'est que tout simplement la masse d'informations ne permet plus à un être humain de la suivre. Et donc ce que vous essayez de faire, c'est d'aller chercher dans la masse les signaux qu'on oppose au bruit, et puis d'amener tout ça sous forme synthétique en fait. Ça c'est un autre enjeu, c'est de rendre la quantité d'informations intelligible. Un autre truc que vous dites, c'est qu'en fait on n'apprend pas de ces anciens projets. Et donc très souvent, voilà, s'il y a un problème, on va aller soulever le cercueil et regarder ce qui s'est passé. Mais en fait, il n'y a pas d'approche systématique, tout simplement parce que c'est trop lourd, c'est des corpus de données beaucoup trop grands. Et donc ça, ce que vous essayez de faire, c'est de permettre de faire circuler en fait ce qu'on a appris d'un projet à l'autre. Est-ce que vous pouvez rajouter 2-3 choses sur ce point-là ? Donc effectivement, en fait, l'un des gros problèmes en gestion de projet, c'est qu'à la fin d'un projet, en fait, on va avoir beaucoup de données, donc des archives entières, et qui, elles sont tellement énormes et tellement peu structurées que du coup, on ne va pas du tout les exploiter. Et ça veut dire que systématiquement, on va être en train de recréer des projets en fait, from scratch quasiment. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça crée des surcoûts puisqu'on refait les mêmes erreurs. Ça crée aussi des problèmes parce que les gens, en partant à la retraite, eh bien, ils partent avec le savoir de l'entreprise. Et donc, ça met en péril, du coup, les gros projets, en sachant que ces projets, déjà à l'heure actuelle, en fait, sont difficilement gérables, en sachant qu'on a tous ces spécialistes et tout ça. Et donc, plus on va avoir de données, puisque les outils font que maintenant, on s'écrit de plus en plus. Et plus il va y avoir de données, et moins on aura accès à ces spécialistes qui sont en train de partir à la retraite, et moins on tapera en fait sur ces archives projets, et plus il sera difficile de gérer ces grands projets. C'est vrai qu'on a l'impression que plus il y a de données, moins on a de connaissances, quelque part. C'est quand même un paradoxe. Il y a aussi un aspect qui est l'environnement légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de régulations et ça devient quasiment ingérable sur les projets de cette taille-là. Et là aussi, vous vouliez aider cet aspect des choses. Parce que souvent, en fait, quand on est en retard sur un grand projet, enfin souvent sur un gros projet, quand il y a des histoires de permis de construire ou des choses comme ça, en fait, eh bien, on peut prendre plusieurs mois de retard. Et donc, le fait que l'intelligence artificielle soit capable de prévoir les étapes qui ont été apprises d'autres projets, ça va permettre du coup, effectivement, d'économiser beaucoup de temps. Alors là, vous tombez un petit peu par hasard dans ce monde de la gestion de projet. Et vous arrivez dans un domaine qui est complètement immature, en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire. Alors, souvent des données qui ne sont pas centralisées, opacité de l'information, des données qui n'ont pas de contexte, pas de structure, des données de mauvaise qualité, des données manquantes, des gens qui, voilà, des petits royaumes dans lesquels on va protéger les intérêts du royaume plutôt que les intérêts du projet, aucune capacité ou très peu de capacité à anticiper les problèmes futurs. Et puis alors, les outils obsolètes, Word, Excel, email, etc. Et puis en fait, vous dites que même les projets, dès le départ, partent en mode défaitiste. C'est que le jour zéro du projet, on se dit de toute
toute façon, c'est comme quand on construit une maison, quoi. C'est qu'on sait qu'il y aura un dépassement et qu'il y aura 6 mois de retard. Donc ça, c'est l'état des lieux. Et puis, donc vous arrivez avec cette solution, et ce que vous aimeriez, c'est changer les choses sur 3 domaines. Donc c'est sur le côté post-mortem, donc l'analyse d'un projet, sur la gestion de projet elle-même, et puis sur la prédiction. J'aimerais qu'on revienne sur ces 3 chapitres, parce que là, on va vraiment découvrir ce que fait votre système. Donc sur le côté post-mortem, qu'est-ce qu'on peut faire avec Lily.ai? Donc sur le côté post-mortem, donc c'est à la fin d'un projet. Donc du coup, soit pour des raisons il faut expliquer souvent parce qu'il faut expliquer les dépassements, soit pour en apprendre des lessons learned, soit pour expliquer le dépassement en fait au client, à la hiérarchie. On a besoin du coup de retrouver l'historique de ce qui s'est passé. Et là, du coup, il faut aller piocher dans des gigabytes de données et être capable d'extraire les éléments en fait, les plus importants de cette histoire pour rejouer du coup, le projet, expliquer qui est responsable de quelle décision. Et ça, du coup, là où moi, ce que j'avais fait du coup à l'époque, où j'ai dû interviewer des gens, j'ai fait du contrôle F dans les archives. Du contrôle F, hein, c'est pour geek, ça veut dire rechercher, Rechercher. find en anglais. Voilà. Pomme F pour les maqueux. Donc, du coup, il fallait aller chercher cette donnée. Et on est très, très limité parce que les gens, en fait, ils ont travaillé sur plusieurs projets, ils ne se souviennent plus nécessairement. Et ces archives, elles ne sont pas nécessairement très, très structurées. Et donc, l'intelligence artificielle, ce qu'elle est capable de faire, c'est, avec des algorithmes de traitement automatique du langage, du coup, d'aller chercher, via différents signaux, notamment les émotions. Donc, quels sont les éléments sur lesquels les gens se sont mis le plus en colère, sur combien de temps dans le projet pour faire remonter le risque et rejouer l'historique du projet. Donc ça, c'est des choses qu'on fait actuellement sur des projets à plusieurs dizaines de millions. Donc très concrètement, ce que vous développez, c'est un outil dans lequel, a posteriori, je vais pouvoir envoyer tous les emails, tous les documents, tous les échanges, et éventuellement aller chercher même d'autres moyens de communication, et donc mettre ça dans une espèce de machine magique qui va me permettre de visualiser le projet. À des moments, il y a eu beaucoup d'échanges, par exemple, donc les gens étaient très actifs. À des moments, il y a eu beaucoup de gens qui se sont engueulés. À des moments, il y a beaucoup de gens qui ont changé peut-être de moyen de communication. C'est ça. Et du coup, a posteriori, je vais pouvoir aller lire un petit peu, revivre la vie du projet. Tout à fait. Revivre, et il s'agit vraiment d'être capable, du coup, d'expliquer de manière très factuelle, du coup, à qui la responsabilité. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, c'est très à qui l'explique le mieux. Ça, c'est dans combien de temps ça va sortir? Enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est réaliste? C'est déjà quelque chose de fonctionnel. Ça existe déjà, voilà, et on travaille déjà sur des projets à plusieurs dizaines de millions sur ce genre de service. Le deuxième point, c'est la gestion de projet. Donc là, on a parlé du passé, analyser le passé. On l'a dit, aujourd'hui, c'est des entreprises c'est comme si elles sont soumises aux lois du darwinisme, mais elles n'apprennent pas. Donc il y a des nouvelles générations, mais on perd ce qu'on a appris, la génération précédente a appris. Donc ce que vous faites, c'est le post-mortem pour aller analyser, revivre le projet. Et donc, il y a un moment aussi, aider le présent. Et alors ça, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Donc effectivement, le but, c'est pas seulement de rejouer le passé, clairement, c'est vraiment d'aller vers le prédictif. Or, il se trouve que cette donnée qui existe jusqu'à présent, elle n'est pas assez structurée pour que la machine ou que l'humain apprenne. Donc il faut mettre en place du coup une plateforme sur laquelle les gens vont changer un peu leur manière de capturer la donnée. Donc il faut mettre plus de capteurs en fait sur la donnée pour que la machine puisse apprendre. Donc ça, c'est une plateforme qui permet du coup d'aller vraiment structurer sa donnée. Donc j'essaie d'être très concret de nouveau. Pour les gens qui sont un peu moins geeks que nous. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer de présenter une interface aux gens qui sont impliqués sur les projets pour leur demander d'entrer de la donnée en lien au projet, peut-être de façon plus structurée dans un email, etc. Et tout ça, ça va permettre de faire des analyses plus vite et en temps réel, sans avoir à les se plonger dans des milliers d'emails, etc. Et du coup, ce que vous êtes capable de faire, c'est centraliser l'information. On l'a dit avant, c'est un énorme problème, c'est que l'information est complètement dispatchée. Vous allez pouvoir automatiser des workflows. Le fameux RPA, qui est un des grands thèmes dans les grandes entreprises aujourd'hui, les process automation. Et puis voilà, vous allez pouvoir, la machine va aller chercher, faire ressortir différentes choses, différents indices qui permettent ensuite aux humains de prendre des décisions. Et là, on arrive sur un point qui est fondamental, c'est que vous, votre conviction, et on va partir ensuite sur le côté prédiction, mais votre conviction profonde, maintenant que vous faites de l'IA depuis très longtemps, c'est qu'on va vers non pas une compétition ou un remplacement de l'un par l'autre, de la machine par l'humain ou l'humain par la machine, mais on va vers une complémentarité en fait. C'est que ce que vous faites, c'est que vous faites collaborer l'homme et la machine.
Tout à fait. Parce qu'au final, en fait, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre des sets de données et à partir de là, elle va tirer ses propres règles. Et il faut du coup que ces datasets soient bien préparés pour que la machine puisse en apprendre. Et il se trouve que quand on travaille avec le métier, donc par exemple les chefs de projet, quand on travaille avec le métier est capable du coup de bien structurer ces sets de données pour que la machine apprenne. Mais si jamais le métier n'était pas d'accord, il structurerait mal ces sets de données et donc la machine apprendrait de mauvaises règles. C'est pour ça que c'est vraiment très important, absolument, que, de n'importe quel point de vue, hein, non seulement éthiquement, c'est vraiment, il faut associer les gens, mais en plus pratiquement, c'est impossible de faire l'inverse. Donc, parce que la machine vit de données à une matière première qui est générée par l'humain. C'est un petit peu ça. Vous avez cette phrase qu'on a préparée que j'ai beaucoup aimée, les données c'est comme l'eau, il faut être près de la source, sinon elle est polluée. C'est un peu ça, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'on met de la bonne essence dans le moteur, et ensuite du coup il est capable de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire, mais ce que vous faites vous, c'est que vous ramenez des signaux, et ça reste aux humains d'arbitrer. De prendre les signaux. Vous n'êtes pas là pour les remplacer. Le troisième point, alors, qui est très intéressant aussi, c'est de prédire. Et donc, à partir de cette data, post-mortem, le présent, vous êtes aussi capable, à l'avance, d'informer les gens qui gèrent des projets qu'il va y avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie-là ? Donc le prédictif, c'est vraiment, c'est en 3 points. Donc il s'agit, de détecter les signaux faibles. Donc nous, en tant qu'humains, en fait, on lit pas assez vite et surtout, on n'agrège pas aussi vite la donnée que ce que l'intelligence artificielle peut faire en lisant des emails de tout partout, des documents de tout partout, pour savoir en fait où sont les risques avec des profils en fait qu'on a appris de projets passés. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'optimisation en temps réel. Actuellement, ça prend un humain en fait d'appeler les gens, de dire où est-ce que tu en es, pour augmenter en fait manuellement le diagramme de Gantt. Donc le fait d'être capable de piocher dans la donnée en fait ces éléments, ça permet d'avoir une image de la progression en fait en temps réel, et surtout si jamais il y a des changements, d'avoir ce dynamisme. Et puis la troisième chose, c'est de garder ce savoir pour le futur. Parce que très clairement, l'intelligence artificielle est en train de disrupter du coup pas mal de secteurs, et la gestion de projet en fait partie. Et puis du coup, c'est pour ça que c'est vraiment crucial de garder cette donnée. Aujourd'hui, Lily Data AI, c'est une boîte qui en est où ? Vous travaillez déjà, c'est déployé, il y a des gens qui l'utilisent ? Bien sûr. Vous avez combien de clients qui sont où ? Donc du coup, nous, on travaille avec que des leaders de la gestion de projet dans le militaire, l'électricité, dans le militaire, l'énergie et tout ce qui est la construction. D'accord, donc des gens qui ont des gros diagrammes de Gantt pour ceux Plutôt qui des très gros projets. Si on les imprimait, ça ferait un truc énorme. Merci beaucoup pour cette présentation de Lily Data AI. Une petite parenthèse sur le côté entrepreneur. Voilà, quelqu'un qui entreprend dans l'IA en Europe, c'est pas fréquent. Si on revient un peu sur cette expérience et puis peut-être donner comme ça des conseils aux gens qui veulent se lancer. Moi, c'est vrai que j'ai commencé il y a plus de 3 ans. En fait, à l'époque, l'IA, c'était pas du tout aussi trendy que maintenant, hein. Et j'ai eu pas mal de reproches de vouloir digitaliser, de vouloir mettre de l'IA dans un métier comme la gestion de projet. Donc, en termes de conseils, je dirais qu'il faut y croire. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui comprennent pas encore que ça deviendra pas en fait le mot d'ordre plus tard. D'accord. Merci beaucoup, Milly, pour cette présentation de Lily Data AI. Le nom de la boîte, c'est l'URL. Donc, si on veut en savoir plus, on va directement sur le site. Merci, Milly.